Donc je vous présente la première intervention est donc de notre collègue Benjamin Clément, qui est doctorant à l'Université Lyon 2 et qui travaille à Arcodunum et qui va nous faire une présentation sur... Ça marche plus ? Si. Et qui va nous faire une présentation sur construire en terre à Lugdunum, technique de construction appliquée à l'architecture domestique du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter une partie des travaux que j'ai menés dans une thèse de doctorat à l'Université Lyon 2 sous la direction de Mathieu Pou et d'Armand Débat. Depuis la fin des années 70 et le développement de l'archéologie préventive, énormément de structures en terre crue, incendiées ou non, ont été découvertes à Lugdunum notamment, et ont permis donc de mettre en évidence l'omniprésence de cette technique de construction pour l'architecture et notamment pour l'architecture domestique à tous les niveaux, puisqu'on en retrouve aussi bien dans les sols que dans les murs, dans les enduits. Et donc je vais essayer de vous présenter un petit panorama de ces différents éléments de la carrière au chantier. Donc, rapidement, la colonie de Lugdunum, fondée en 43 avant Jésus-Christ sur la colline de Fourvière, avec les quartiers suburbains de Condat et des Canabae qui se développent à l'époque augustinienne, mais se développent réellement avec le boom démographique que connaît la colonie à partir de la seconde moitié du 1er siècle, et c'est un élément important sur lequel on reviendra. Et puis les différentes photos que je vais vous montrer proviennent de 5 sites essentiellement, du nord au sud, le clos de la Solitude ici, la fouille de l'hôpital Fourvière, du clos du Verbe incarné, du pseudo-sanctuaire de Cybèle et de la rue des Farges en bas. Ça couvre à peu près l'essentiel de la ville haute de la colonie de Lyon. Au niveau géologique, l'implantation de la ville est plutôt bien choisie puisque toutes les ressources naturelles sont présentes directement sur le territoire même de la colonie, directement au cœur de la colonie, avec des gisements de l'os et d'argile sur le sommet ici, qui vont être exploités énormément donc pour la construction. On a les gisements de granit et de gneiss qui vont être exploités aussi pour la construction des maçonneries. Et puis au niveau des argiles, on a les argiles fluvio-lacustres de Vèze qui vont aussi être énormément exploitées et une partie des dépôts alluviaux qui sont présents sur la presqu'île. Alors, au niveau des carrières, un des faits exceptionnels à Lyon, c'est la présence systématique de carrières d'extraction au sein des îlots d'habitation qui sont donc présentes et bien documentées. C'est assez exceptionnel parce que généralement on ne retrouve jamais ces structures d'extraction et là ça permet un petit peu, dans notre optique actuelle du chantier, de réfléchir un petit peu sur les étapes et le déroulement de la production de ces briques crues qui constituent une véritable industrie à Lyon à l'époque antique. Ici, sur le site de l'hôpital Fourvière, fouillé par Archéodunum en 2010, on remarque donc en orange les différentes fosses d'extraction qui sont présentes pour le second état du site, daté de la fin de l'époque augustine, début de l'époque tibérienne, où après un incendie violent qui ravage totalement le quartier est rasé et on reconstruit intégralement les différents édifices. Et avant cette reconstruction, donc différentes fosses sont creusées avec des capacités allant de 5 mètres cubes jusqu'à 100-120 mètres cubes pour les plus importantes, donc de terre extraite, ce qui, sur l'ensemble d'un îlot, par exemple, pour cette parcelle 2 ici, sur l'ensemble d'une parcelle, on équivaut à peu près, même si la parcelle n'a pas été intégralement fouillée, à plus de 550 mètres cubes de terre extraite pour la construction donc de la domus qui va être mise en place ensuite. Au niveau de la typologie de ces fosses, elles sont extrêmement communes. On retrouve systématiquement en tout cas les mêmes types. C'est souvent des fosses qu'on appelle polylobées avec des creusements successifs, un profil piriforme assez caractéristique. On retrouve aussi, et c'est plus rare, des tranchées à ciel ouvert, qu'on voit notamment ici. Donc des grandes tranchées qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de long, 2 mètres de large, 2 mètres de profondeur. Donc avec un travail de front pour les ouvriers qui vont extraire la terre à bâtir. Ces fosses sont systématiquement comblées de déblais, donc on a vraiment une réutilisation des fosses comme dépotoirs systématiquement, rien ne se perd. Et puis quelques structures, en tout cas une structure un petit peu plus exceptionnelle dans l'extraction qui a été découverte sur le clos du Verbe incarné, qui est une extraction en tranchée couverte, puisque au IIIe siècle, le propriétaire de la parcelle 3 ici décide de restructurer une partie de sa maison, il a besoin de terre pour construire quelques cloisons. Et il n'a pas forcément envie de détruire tous les sols de sa maison pour récupérer du matériau. Et donc il va creuser un puits dans l'angle de sa parcelle et creuser une tranchée sous la parcelle de son voisin, ce qui était quand même assez osé, pour récupérer du matériau. Une tranchée qui a pu être suivie sur une quinzaine de mètres ici. Tranchée
voilà, que vous avez là, assez bien conservé, dont la fouille peut être datée notamment par la typologie du fouilleur ici, en tenue d'époque, et avec un puits aménagé avec une série de marches d'escalier qui descend à 2,50 m de profondeur à peu près, et ensuite un couloir d'1,80 m de haut, 1 m de large, creusé directement dans le loess, et donc qui a permis d'extraire une quantité d'à peu près de 100 m3 de terre, largement suffisante pour réaliser différentes cloisons dans la maison. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur les parois de cette tranchée, on a retrouvé les traces des outils qui ont permis le creusement. Donc outils avec un côté tranchant et un pic d'un côté, qui ressemble à la pioche ou au bidens qu'on utilise encore aujourd'hui. Et puis, autre particularité, c'est la présence de petites alvéoles, de petites niches qu'on a ici, avec des traces de rubéfaction, qui correspondent à des logettes pour les lampes à huile, et donc pour l'éclairage des ouvriers qui extrayaient la terre à l'intérieur. Cette tranchée est comblée donc, au IIIe siècle, et petit cadeau en plus au moment du comblement de cette tranchée, c'est la découverte d'un dépôt d'outils que vous avez ici, d'artisans du bois avec herminettes, haches, ripes, limes, etc., qui a été trouvé au fond et qui, même si c'est un fait assez exceptionnel, marque le lien aussi entre les artisans qui vont construire après et les artisans qui extraient la terre sur le site. Une fois sortis des structures en elles-mêmes, leur organisation sur le terrain est extrêmement intéressante pour comprendre un petit peu la succession des équipes sur le chantier et aussi l'organisation de cette extraction. On remarque que les fosses respectent parfaitement les parcelles qui sont sur le site, ce qui laisse supposer que l'extraction est faite avec l'accord du propriétaire, que c'est même le propriétaire qui décide d'exploiter son sous-sol pour baisser le coût de construction de sa domus. Un élément assez intéressant, c'est que, en tout cas pour la parcelle 2, la quantité de terre à extraire est tellement importante par rapport à sa nécessité pour bâtir sa domus. Donc je vous ai dit à peu près 550 m3, ce qui équivaut au module classique de briques de cette époque, à peu près à 300 000 briques qui sont moulées. Et donc après quelques calculs que j'avais faits, ça donne un excédent d'à peu près 100 000 briques qui auraient pu être moulées sur le site. Et on pourrait supposer, pourquoi pas, que il y a aussi un accord avec les artisans qui réalisent ces briques pour baisser encore le coût en disant vous pouvez extraire plus, vendre les briques en surplus, et comme ça moi je paierai un petit peu moins cher la construction de la maison. Au niveau de la succession des équipes sur le terrain, c'est aussi assez intéressant de regarder ces fosses, puisqu'en fait on se rend compte qu'elles sont creusées un petit peu aléatoirement sur l'ensemble de la parcelle, et il n'y a aucune réflexion entre le plan de construction et l'implantation des fosses, puisque les maçonneries vont traverser systématiquement les fosses ensuite, et ça va être assez compliqué pour les structores qui vont bâtir ces maçonneries, les maçons, puisqu'ils vont être obligés, quand ils vont traverser une fosse, de faire descendre la maçonnerie jusqu'au fond de la fosse. Donc ça va rajouter un coût de construction important. On voit bien ici le fond classique de la fondation, et ici on est venu combler la fosse avec la fondation. Donc il y a vraiment une succession, on voit bien la succession des équipes et surtout la non-coordination, entre guillemets, la non-discussion entre les premiers artisans qui vont venir réaliser les briques sur les parcelles, et puis les maçons ensuite, et l'architecte qui vont définir le plan et construire l'édifice. Au niveau de la typologie des matériaux un petit peu qui sont découverts, on est dans un cadre urbain, dans une colonie romaine, et les matériaux sont extrêmement homogènes, ce qui aussi souligne l'aspect quasiment industriel de la production, puisqu'on a 3 modules rencontrés. Le module A, le plus important, les briques que Vitruve appelle les briques lydiennes, donc 45 cm par 30 cm, un pied par un pied et demi, et puis qui fonctionnent généralement dans les maçonneries avec des briques de modules moindres, inférieurs, de 30 cm par 15 cm. Et puis on rencontre aussi à partir du 1er siècle après, mais plutôt sur la presqu'île, des briques un tout petit peu plus petites, de 21 cm par 11 cm. Au niveau de la fabrication, ça c'est des choses qui sont assez connues, elles sont réalisées, les fosses sont creusées, la terre est mise de côté, on la remet dans la fosse avec de l'eau et de la paille, à peu près 30%, 40% de paille, ça dépend les briques, elles sont mélangées, moulées, et puis séchées au soleil. Dans les textes antiques, le temps de séchage nous est donné par Vitruve, il donne des temps qui sont extrêmement importants, jusqu'à 5 ans pour faire sécher les briques, pour qu'elles soient parfaitement sèches, ce qui semble complètement aberrant au niveau d'un chantier de construction. Dans le cadre d'un chantier d'archéologie expérimentale que je mène à Mâcon depuis quelques années, on a remoulé des briques à partir du loess pour tester justement les temps de séchage et la résistance du matériau. Il s'avère qu'en 1 semaine et demie, la brique est sèche d'extérieur. Il faut à peu près 3 semaines, 1 mois pour qu'elle soit parfaitement sèche à cœur. En donnant un matériau, le loess est fantastique pour ça, extrêmement résistant.
Et se pose donc maintenant la question, dans un cadre urbain où tout l'espace est utilisé, les parcelles sont construites, même dans les grands plans d'urbanisme où on peut avoir quand même des espaces assez vastes vierges, où est-ce que sont moulées ces briques? Au sol, donc ici les photos viennent d'une briqueterie en Inde. On voit la surface au sol qui est prise pour la réalisation de ces briques, même si elles sont séchées assez rapidement, mises sur champ et ensuite stockées pour un séchage final en haie. La question se pose de savoir où est-ce que c'était fait. Est-ce que ces ouvriers extrayaient la terre, déplaçaient la terre et moulaient dans un espace extérieur? Est-ce que c'était fait sur le terrain? Si c'est fait sur le terrain, on bloque quand même la parcelle pendant un certain nombre de temps, sachant que les temps de construction dans l'Antiquité, comme à Guédelon ici, sont bornés par le climat. On construit d'avril à novembre à peu près. Donc ça peut faire peut-être perdre 1 an de construction. La question reste ouverte de savoir où est-ce qu'était fait cet artisanat qui malheureusement ne laisse quasiment pas de traces au sol et qu'on ne retrouve jamais dans les couches archéologiques. Voilà pour l'extraction. On va passer un petit peu plus aux techniques de construction. Ce qui est intéressant à Lyon, c'est que les techniques de construction évoluent au cours du temps. Elles sont assez révélatrices finalement de la nature de la population de la colonie et de son évolution aussi au cours du temps. Ici, les maisons les plus anciennes, une domus coloniale, donc qui date des années 40 avant Jésus-Christ, avec un plan assez classique, et qui va utiliser 2 techniques de construction principales pour l'édification des maçonneries. La première est une technique de construction qu'on appelle l'opus latericium, c'est-à-dire un mur entièrement en briques qui va reposer sur un solin maçonné ou non. Au niveau des solins, on a plusieurs possibilités. Les solins les plus anciens sont systématiquement réalisés en galets, des galets qui sont prélevés directement dans le fleuve qui borde la colonie. Dans les premiers temps, ils vont être juste liés à l'argile, et puis à partir des années 30, le mortier apparaît à Lyon, et donc on va avoir des solins qui vont être liés au mortier, avec des modules extrêmement homogènes, généralement 50 cm de large. On peut atteindre 60-70 cm pour les murs de terrasse. On remarque encore ici que le mur descend dans une fosse d'extraction jusqu'en bas, pour venir combler ce phénomène. Donc c'est vraiment un phénomène récurrent sur l'ensemble de l'histoire de la colonie. À partir de l'époque augustienne, le granit apparaît, donc on développe des solins un petit peu mieux édifiés, avec la brique cuite aussi qui apparaît, avec un module similaire aux briques de type A en terre crue. Au niveau de l'édification de ces élévations, on voit très bien ici sur cet exemple de Cybèle, le solin qui est lissé en surface avec un apport de mortier, quelquefois un apport de tuiles aussi pour vraiment réaliser une assise extrêmement plane. Et puis on vient disposer une première couche d'argile qui va recouvrir tout le solin et ensuite on débute l'édification avec les briques crues de grande dimension systématiquement ici dans ces constructions, dans ces premières phases de construction. Au niveau de l'organisation des briques, les découvertes permettent de mettre en évidence donc, que toutes les briques sont disposées en boutisses et elles sont montées ensuite de manière isodome ou pseudo-isodome, ça dépend des maçonneries. Malheureusement, elles sont souvent très mal conservées, donc on a du mal à voir un petit peu en hauteur comment ça s'organise, mais quelques exemples sont quand même assez révélateurs de cette organisation. Un élément qui est aussi assez intéressant, c'est la différence de matériaux, d'argile, ou en tout cas de terre, utilisés pour fabriquer les briques d'un côté et pour les lier de l'autre. On voit systématiquement les joints avec des argiles qui sont beaucoup plus sombres ou beaucoup plus claires ici. Et donc on doit avoir une sélection, ça mériterait d'être analysé, mais une sélection des terres avec peut-être une terre plus argileuse pour réaliser le mortier, le liant, et une terre peut-être plus sableuse, plus limoneuse pour réaliser les briques elles-mêmes. Ces cloisons sont bien sûr enduites, pas du tout laissées brutes, et la technique est aussi extrêmement identique à chaque fois. Les briques sont posées sur le solin ici. Le solin donc de 50 cm, les briques sont plus courtes, 45 cm. La partie réservée, en tout cas sur le solin, est enduite avec une première couche d'argile. Et ensuite, on a 2 couches généralement de terre qui sont appliquées successivement avant d'appliquer la couche d'enduit peint qui va venir décorer la paroi. On retrouve aussi systématiquement ces traces de chevrons pour faciliter l'adhésion de ces enduits. Le passage est décompté. Ouais. Du XIIIe siècle au XXIe siècle d'un coup, c'est impressionnant. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que
on s'imaginerait que dans les grandes domus ou dans les grandes maisons romaines qui reçoivent des décors extrêmement luxueux, on privilégie en tout cas une construction peut-être intégralement en pierre. C'est pas du tout le cas, puisque quelle que soit la technique choisie, l'opus latericium ou alors des cloisons en terre et bois beaucoup plus classiques, elles recevront exactement les mêmes types de décors, des décors extrêmement luxueux, notamment pour cette domus coloniale, avec des enduits peints du deuxième style pompéien, avec des pigments qui sont extrêmement chers. Et donc on voit bien aussi que finalement, c'est pas du moment où le mur tient, c'est pas le matériau qu'on choisit qui est important, c'est sa décoration qui va réellement donner le caractère luxueux à l'habitat. Voilà des hypothèses de restitution de ces deux grandes phases de construction précoce de la colonie, la phase coloniale puis la phase augustéenne. Et finalement, nous, on retrouve en fouille systématiquement les murs arasés, quelquefois avec 1, 2, 3 assises de briques conservées. Et on peut se demander un petit peu comment fonctionnait la partie supérieure de ces murs avant la pose de la charpente, comment étaient faits ces éléments. Pour ça, il faut essayer d'aller voir un petit peu ailleurs, en ethnoarchéologie. Et notamment la Roumanie et le sud de la Roumanie, les Carpates offrent des comparaisons extrêmement intéressantes, puisqu'on retrouve pour les constructions agricoles, les granges notamment, des techniques extrêmement similaires, avec des solins maçonnés, parfois assez hauts, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 50, et puis une élévation intégralement en briques crues. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que les gens ont traité le sommet de ces maçonneries, avec généralement donc un système en encorbellement, avec donc des briques qui, sur 2, 3 ou 4 rangées, ça dépend. Et puis dans certains cas, lorsqu'on est dans des maisons, certaines maisons sont également bâties en briques, on a vraiment un traitement de surface avec une corniche qui est améliorée et qui est tout à fait identique aux exemples qu'on retrouve notamment par exemple à Pompéi pour les traitements de ces parties en limite de mur toiture, et on pourrait imaginer un système tout à fait similaire pour ces opus latericium lyonnais ou même de manière générale en Gaule à cette époque. Donc associés à ces grands murs en briques crues, les cloisons, elles, vont être plutôt réalisées avec des techniques dites de terre et bois. On va avoir une évolution dans ces techniques. On va passer de la technique, entre guillemets, proto-historique du poteau planté avec la cloison, généralement en torchis, à partir de la colonisation. Toujours l'utilisation du poteau planté, mais l'apparition de la sablière basse, l'apparition de la brique crue aussi pour ourder ces cloisons. Et donc on voit très bien ici sur cet exemple le négatif de poteau, la sablière basse qui passe ici, des poteaux corniers, le retour. Toute une escadrille. Et les lits de briques successifs. Folle balle. J'espère bien. Donc, désolé pour cet aléa aérien. Les lits de briques qui viennent ourder les cloisons, où là, à la différence des murs porteurs, la brique crue n'est plus utilisée pour supporter l'élévation, mais vient simplement combler les cloisons et vient en remplissage finalement des cloisons. Au niveau des techniques et des pièces de bois, on n'a pas vraiment encore parlé du bois, mais les fouilles notamment réalisées récemment par le service archéologique de la ville de Lyon, rue Auguste-Comte, ont permis de dégager un certain nombre de cloisons où le négatif des pièces de bois est parfaitement conservé, et ça permet d'avoir un petit peu une idée des modules de bois utilisés pour ces cloisons. On se rend compte, donc là ça c'est un des exemples, mais il y a d'autres exemples à Lyon où les pièces de bois sont conservées, et on a des modules qui sont extrêmement homogènes. Les sablières basses font toujours entre 20 et 30 cm de largeur pour une hauteur autour d'une dizaine de centimètres, 20 cm parfois. Ah. C'est ça. C'est bon, c'est reparti. Alors que les poteaux, eux, internes, les poteaux intérieurs de la cloison sont généralement extrêmement fins, une dizaine de centimètres de large, et puis souvent donc la même largeur ou la même longueur plutôt que la sablière basse. Malheureusement, on n'a pas de longueur de bois, donc on ne sait pas quels modules en longueur ont été utilisés, mais au moins on peut conserver quelques largeurs. Donc bon, assez classique, hein, les sablières sont posées, généralement calées, on vient installer ensuite les potelets, et puis on ourde de briques crues avant d'appliquer d'abord des enduits de terre, et ensuite des enduits peints. Dans la majeure partie des cas, les cloisons sont ourdées donc avec des briques disposées à plat en carreaux.
Mais quelquefois, il est arrivé qu'on retrouve des cloisons avec des grandes briques disposées en hauteur entre les potelets. Donc ici, c'est un exemple à Nîmes, mais qui est le mieux conservé. Mais on a quelques exemples à Lyon qui nous permettent aussi de restituer cette technique-là, avec l'utilisation de grandes briques, pour le coup disposées verticalement. Même si la brique crue apparaît dans la colonie et devient le matériau de construction quasiment systématique, le torchis ne disparaît pas pour autant. Et on en retrouve parfois, c'est même assez surprenant de se rendre compte que dans une même maison, on va avoir des techniques complètement différentes d'une cloison à l'autre, alors qu'on est dans un même programme de construction. Une fois, on va utiliser la brique, une autre fois le torchis, une fois la brique de champ, une fois la brique à plat. Et on retrouve donc, généralement grâce aux fragments incendiés, des éléments en torchis, mais également, dans certains cas, ici on le voit assez bien, on a deux couleurs différentes, j'espère que vous le voyez assez bien, deux couleurs différentes d'argile utilisées dans cette cloison, parfaitement centrées au centre, en tout cas la limite est parfaitement centrée, pardon. En fait, le négatif de poteau assez étroit, vous voyez à peine 10 cm de côté, disposé au centre, et en fait cette différence de couleur s'explique finalement par la technique de montage de ces murs en torchis, parce qu'on a testé un petit peu aussi à Mâcon des maçonneries en torchis. Il s'avère que, en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, que le plus pratique pour monter ces maçonneries, c'est d'être deux, chacun d'un côté, et de jeter les boulettes de terre de manière à peu près synchrone de chaque côté pour que la paroi monte tout doucement du bas vers le haut. Et selon, par exemple, on pourrait expliquer ces différences de couleurs par une préparation différente d'argile utilisée par deux personnes qui vont monter une cloison en torchis. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de... Mis à part pour les murs périmétraux qui sont systématiquement en grandes briques de 45 par 30, pour les cloisons internes, on a aussi cette différence qui est assez surprenante et qui est peut-être liée au nombre d'artisans qui travaillent dans une même équipe et qui travaillent de manière synchrone sur le chantier. À partir du milieu du 1er siècle, on va avoir une évolution dans l'architecture domestique. Les domus vont devenir de plus en plus grandes. Et surtout, cette période va être caractérisée par l'apparition systématique des étages dans les habitats. Et ce développement en hauteur des bâtiments va impliquer une évolution dans les techniques de construction. Et cette évolution va passer par l'apparition de l'opus graticium, donc des vraies cloisons à pans de bois, dans l'architecture domestique lyonnaise. Ces cloisons qui sont généralement mises en évidence en fouille par le pourrissement de la sablière basse qui provoque l'effondrement des cloisons à l'intérieur des sols en béton. On le voit très très bien, ce qui permet vraiment de caractériser cette technique de construction. Et dans certains cas, ici c'est à Metz, on retrouve les cloisons complètement couchées au sol et qui permettent un petit peu de restituer l'organisation de ces parois en métal, avec donc bien sûr des poteaux verticaux, mais aussi des poteaux obliques qui permettent de rigidifier la cloison. Ce qui est intéressant, c'est que l'opus latericium va quasiment disparaître et toutes les élévations vont dorénavant être supportées par une architecture en bois, ourdée de briques crues, ce qui modifie aussi les artisans qui vont intervenir sur le site, puisque pour construire un mur en opus latericium, c'est généralement les maçons qui s'en occupent, ils construisent la fondation puis l'élévation, le solin maçonné en pierre puis l'élévation en briques, alors que là, il faut deux équipes différentes, les maçons qui fabriquent le solin et les charpentiers qui vont réaliser la structure, et puis il n'y a pas besoin d'être maçon pour la ourder avec des briques. Donc on va avoir une succession d'équipes, ce qui est assez intéressant. Je me dépêche. Et ces cloisons en opus graticium reposent sur des solins, parfois extrêmement profondément fondés, jusqu'à 2 mètres, qui montrent aussi la nécessité d'asseoir ces cloisons qui vont supporter un étage. Je passe assez rapidement. Au niveau des enduits, on retrouve également systématiquement la même technique avec 2 ou 3 couches qui vont être appliquées avant de recevoir l'enduit peint. Ces couches, souvent, sont réalisées avec la même argile, la même terre en tout cas, que les briques. Un autre élément qui révolutionne l'architecture domestique à Lyon à partir du milieu du 1er siècle, avec l'explosion démographique de la colonie, c'est donc la construction en hauteur, mais la construction de petits immeubles de rapport, de bâtiments économiques à étages, avec un rez-de-chaussée dévolu aux activités économiques, des escaliers qui donnent sur la rue systématiquement, et des étages qui, eux, sont dévolus à un habitat souvent locatif. On a des exemples à droite à Ostie, par exemple, très bien documentés. Et pour construire ces bâtiments, qui sont souvent des bâtiments modestes, pour limiter les coûts de construction, on retrouve un petit peu le même système en avant de certaines domus, des petites parties indépendantes avec des escaliers sur rue, qui laissent supposer que le propriétaire louait une partie de son bâtiment pour améliorer ses revenus. On change le système constructif puisqu'on va construire à partir de piliers maçonnés. Donc ici, par exemple, un bâtiment économique à étage où
avec des piliers qui sont répartis régulièrement pour supporter la charpente et le poids des étages. Et les cloisons entre ces piliers, elles, vont être réalisées en opus gratitium, des piliers des fois très profondément maçonnés. On change aussi le module des poteaux. On n'est plus sur des poteaux de 30 cm, mais on passe sur des poteaux entre 40 et 50 cm de largeur pour les poteaux porteurs. Pour les cloisons, ça ne change pas beaucoup. Et puis, toujours sur le même système, ensuite, on dispose la cloison en opus gratitium, ourdée de briques crues avec ses enduits. Il y a un système aussi un petit peu particulier à l'architecture lyonnaise, c'est les cloisons enserrées dans les maçonneries avec, donc ici, la cloison que vous avez là, elle commence ici, avec une base classique sur une base en calcaire sur une fondation maçonnée, un très gros poteau qui vient supporter l'élévation. Ici, un poteau central qu'on voit de ce côté avec une dalle de calcaire insérée directement dans la maçonnerie. Le poteau aussi est inséré directement dans la maçonnerie et vient recevoir le poids de l'élévation. Et les cloisons sont ensuite montées en briques, puis enduites. Alors, ce qui est assez exceptionnel, des sondages que j'ai menés dans le cadre de ma thèse il y a 2 ans, sur le site du Clos de la Solitude, ont permis de découvrir ce type de bâtiment parfaitement conservé, rez-de-chaussée et étage compris, puisque le quartier a entièrement brûlé dans les années 120 après Jésus-Christ. Et le pouvoir colonial, au lieu de décider d'enlever les déblais, d'évacuer les déblais et de reconstruire quasiment au niveau des sols, a décidé d'utiliser ces déblais pour fabriquer une immense terrasse. Et donc, les niveaux de démolition ont été conservés. Et on a pu fouiller sur une petite surface, un de ces bâtiments économiques à étage, avec au rez-de-chaussée donc des boutiques, des piliers qui servent à recevoir l'élévation, et à l'étage, au moins 2 pièces avec des sols en béton, séparés par des systèmes de cloisons. Et l'intérêt pour cet étage, c'est que l'ensemble de l'architecture était conservé. Je vais passer assez vite là-dessus, mais en tout cas, on avait toutes les poutraisons en bois qui servaient à soutenir l'étage, les sols en béton avec les négatifs de poutres qui permettaient de séparer les 2 pièces à l'étage, mais surtout dans le cadre qui nous intéresse, c'est la présence de toutes les cloisons à l'étage effondrées en place. On remarque sur la coupe ici le sol du rez-de-chaussée noir, le sol en béton de l'étage, la cloison de l'étage ici, qui est complètement effondrée, on voit bien les briques, et qui vient sceller la toiture effondrée en place. Dans la coupe aussi, on a des fragments de murs. Et ça nous a permis donc de restituer aussi bien l'élévation du rez-de-chaussée que l'élévation de l'étage et de pouvoir, pour une première fois, un petit peu comprendre comment étaient construits ces bâtiments. Par l'analyse donc, des fragments qui restaient, les briques et les enduits, on remarque l'utilisation, une fois encore, d'opus gratitium. Un autre intérêt, c'est aussi l'analyse des enduits, pour revenir un petit peu. Là, on a des techniques un peu différentes et qui sont adaptées aux pièces. On a la technique classique ici avec les enduits peints sur lit de mortier, et à l'inverse, dans les pièces un petit peu moins nobles, on a une superposition d'enduits de terre, 4, 5 couches, avec des granulométries différentes, et qui vont recevoir un lait de chaux et un décor peint. Voilà une proposition de restitution de ce bâtiment, entièrement construit finalement en terre et bois. Seules les fondations sont maçonnées et toute l'élévation sur, ici dans ce cas, un seul étage, mais sans doute 2 ou 3 étages pour certains bâtiments, était entièrement en terre et bois. Et puis pour conclure, ça tombe parfaitement, la petite cerise sur le gâteau lors de cette fouille, et puis ça a permis d'identifier ces éléments sur les autres sites lyonnais, c'est la découverte des plafonds également effondrés en place et de pouvoir restituer ces techniques de plafond, notamment avec ces éléments. Donc là on a le plafond à l'envers. On remarque ici le négatif des solives du plancher supérieur. Entre ces solives, on réalise des petits caissons avec des fragments de bois rectangulaires qu'on va combler, qu'on va remplir par des petits tasseaux sur une forme de treillis. On va combler ce premier espace par une couche extrêmement graveleuse de terre. Et puis ensuite, on va appliquer 2 couches de granulométrie différentes de terre. On remarque la dentelure qui représente les coups de truelle pour l'accrochage. Et puis, sur ces éléments, on va réaliser un lait de chaux. Alors, malheureusement, c'est des éléments qui sont conservés parce que brûlés, donc les pigments ont souvent disparu, mais quelquefois, dans des rares cas, on retrouve les pigments qui sont conservés avec des décors géométriques ou des décors fleuraux, par exemple, conservés ici. Donc voilà pour ce petit panel de l'architecture un peu rapide, de l'architecture domestique lyonnaise et de l'utilisation de la terre, avec cet élément intéressant, c'est cette évolution des techniques de construction, l'application au départ de techniques qu'on va dire italiques, des murs en opus latericium qu'on retrouve partout dans le nord de l'Italie, et puis finalement l'évolution de la population lyonnaise. On quitte une population de colons, d'Italiens ou de Romains, entre guillemets, qui viennent s'installer au premier temps de la colonie, pour une population plus brassée, beaucoup de gens qui viennent de l'ensemble de la Gaule et même beaucoup d'Orient, et qui vont peut-être expliquer cette réapparition de l'opus gratitium, de l'utilisation permanente du bois, pour réaliser ces bâtiments économiques à étage pour l'habitat locatif, qui devait constituer finalement la forme la plus courante des appartements, des maisons
des citoyens romains de Lyon. Voilà, merci de votre attention.